prochainement pour faire place à un centre d'achat pour les employés du CHUM qui s'installent de l'autre côté. Le terrain que là, les itinérants sont tolérés, ils couchent là. Pour les expulser, mais on pèle le problème, on construit un centre d'achat et on enlève les itinérants, on pèle le problème ailleurs. Encore une fois. Il enlève le monde du Love Moreau. Ouais. C'est ça, les cigares, l'itinérance, c'est ici qu'on a la lumière, c'est ça. Alors, on est au Square Vigée, devant... Et ici, l'hiver, on se rassemble ici, la gang de SOS itinérants. On vient donner à manger aux itinérants qui dorment ici à chaque samedi. Et la police les expulse souvent à coût de 454 $ parce qu'ils occupent un parc illégalement avec leur sleeping bag et leur donnent 5 minutes pour partir leur chose. Cet hiver, on était sur place. Un itinérant qui s'appelle Manu a été déplacé par les pompiers et la police. Puis on a eu 5 minutes, ils ont tous arrosé son stock. Parce qu'il n'avait pas rien ramassé. Fait que la police qui dit aider les citoyens, mais il n'aide pas les itinérants. Les itinérants, c'est pas des morceaux d'asphalte, c'est des citoyens pareils comme nous, qui vont être aidés par la population et non à être tassés, soit vers l'est ou vers l'ouest. C'est ainsi, ils ne sont pas tolérés entre Papineau et Berry à cause du festival de la vente des quartiers gays. Et ils ne sont pas tolérés à partir de Saint-Laurent jusqu'à Bleury, parce qu'ils nuisent au festival. Et les itinérants ont une étiquette parce qu'ils ont une canette de bière sur eux et la boivent. Mais dans les rues barrées, tout le monde a le droit de boire de la bière. Encore là, c'est des règlements, ça s'applique comment? Et si tu pique-niques dans le parc, un citoyen normal pique-nique et mange, a le droit d'avoir une bière ouverte à côté de lui. La loi, elle s'applique comment? C'est juste, on l'aime pas, on le tasse, puis on lui donne une contravention. C'est du profilage envers les itinérants, c'est du profilage envers les jeunes de la rue. Ça ne devrait pas être permis, ça devrait être aboli, ce profilage-là. Puis c'est ça. Bonne journée à vous. Bienvenue à Montréal, la répressive, lieu de perdition. Bienvenue au tourisme de Montréal. Au tourisme. Votre est en danger. N'oubliez pas que la police est là pour nous protéger. Hein? Servir et protéger. Servir et protéger. Moi, j'ai pas oublié, mais eux, ils oublié, je pense. Le palais municipal est là. Alors, on arrive à la cour municipale. Une petite vue sur le palais de justice aussi. Le nouveau CHUM en construction. Alors, on est au coin de Saint-An... Non, Vigée non plus. Saint-Antoine et Saint-Denis. Alexandre pour la Belgique. Nous sommes encore eux autres. Argentine. Non, mais encore là, pourquoi qu'eux? Non, tourne. Alors, nous sommes devant la cour municipale de Montréal. Pas tout à fait. On va être vraiment devant l'autre bord, là. On s'appelle que depuis qu'il y a plus beaucoup de manifs à Montréal, c'est ici où les militants et militantes de Montréal se donnent rendez-vous. Les gros happenings, malheureusement, arrivent ici à la cour municipale. On y reste beaucoup d'étiquettes de P6. Mais P6, ça va? Ouais. Ça va, toi? Alors, donc, effectivement, P6 existait avant 2012, même s'il fait des ravages et que depuis ces modifications, les laquais de la ville de Montréal tentent d'instaurer vraiment une machine à étiquette. Mais ce règlement technique est publié. On pense aussi à une certaine manifestation qui n'aura même pas pu avoir, qui n'aurait pas pu débuter, donc on va discuter tout à l'heure. Alors,
Benoît à nous faire l'historique de PCS. Merci pour cet accueil. Grosso modo, dans le fond, P6, c'est un document qui est, pas un document, mais un règlement qui est pas mal plus ancien qu'on pense. D'ailleurs, cette année, on fête le 45e anniversaire de la première version de P6 qui a été mise en place en 1969. Mon but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu d'histoire. On ne fera pas des grosses dates, des gros examens après, mais on va quand même faire un petit tour. L'idée, c'est que 67, 68, 69, 70 ont été des grandes années pour les revendications citoyennes et aussi pour la répression politique à Montréal. Il y en a eu avant, mais mettons que les policiers s'en sont donnés à cœur joie à ce moment-là parce qu'il y a eu un réveil de la population. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de la mater. On a décidé de la mater pour tout simplement plus en entendre parler. Les politiciens ne veulent pas entendre parler de la population, ils veulent juste diriger, ramasser des pots de vin et se faire des belles retraites. D'ailleurs, les policiers aussi veulent se faire des belles retraites et ça va dans l'histoire de P6 parce que, je disais tantôt, en 1969, au mois d'octobre, les policiers étaient en moyen de pression parce qu'ils ont perdu leur droit de grève en 1944 parce qu'ils faisaient des manifestations un peu trop sauvages. Donc, on leur avait enlevé leur droit de manifestation sous prétexte que c'est un service essentiel, mais tout le monde sait qu'on peut très bien s'en passer. Donc, on revient à octobre 1969. Les policiers votent une journée d'études ou une journée de congé, en fait. Puis décide de ne pas se présenter au travail. Dans le contexte, on sait que les chauffeurs de taxi étaient eux aussi en moyen de pression. Eux, ils étaient là parce que la compagnie Murray Hill avait le monopole des transports entre Montréal, les hôtels et l'aéroport de Dorval. Donc, eux, ils auraient aimé avoir un peu leur part de gâteau, étant donné que c'est des chauffeurs de taxi, ils aimaient ça transporter du monde. Donc, ils ont profité de la journée où les policiers ont décidé de prendre congé pour aller rendre visite aux entrepôts de la Murray Hill. Et donc, il faut penser aussi, juste pour continuer à se remettre en contexte, qu'on est un an jour pour jour avant le début de la crise d'octobre à Montréal. Donc, c'est ça, les taxis se ramassent à la compagnie Murray Hill. Il y a plusieurs autres personnes qui viennent nous rejoindre parce que les étudiants aussi sont en moyen de pression pour différentes raisons, dont, entre autres, si je ne me trompe pas, c'était à l'université McGill qu'il y a eu une grève. Et il y en a eu un autre aussi concernant la discrimination raciale d'un professeur envers ses étudiants noirs. D'ailleurs, un des manifestants qui était un des leaders de la manifestation noire de cette université-là a été élu président de son pays par la suite. Donc, on a quand même des manifestants qui ont de l'avenir. Si on revient encore à P6, on est au mois d'octobre, les policiers sont en grève, les chauffeurs de taxi font leur manifestation à la Murray Hill, les gardiens de sécurité de la Murray Hill tirent avec des vrais fusils sur des vrais manifestants et ça donne des vrais blessés et même un mort. À la limite, c'est plate qu'il y a eu un mort là, mais au final, ça a enlevé un gars de la SQ de la route. J'ai un petit peu de compassion, mais pas trop. Quand même. Donc, à ce moment-là, il y a les grandes manifestations. Les policiers, d'ailleurs, se plaignent que pendant l'année 69, il y a eu 109 manifestations, dont une vingtaine juste dans le début du mois d'octobre. Et ils se plaignent aussi que le maire Drapeau, qui est là à l'époque, a réussi à leur faire voter un gel de leur retraite. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est en 2014, 45 ans plus tard, c'est la même hostie de junk. Mais, donc c'est ça. Le maire Drapeau, qui n'est pas très content qu'on manifeste dans sa ville, rendu au mois de novembre, fait voter en collaboration avec l'ancêtre du SPVM, un règlement, le règlement 39026, qui est l'ancêtre de P6, qui est un règlement pour gérer les troubles de la paix. Il va être utilisé à plusieurs reprises, mais il va être utilisé immédiatement après son adoption par
l'hôtel de ville, parce que dans la même journée où on vote le règlement, on vote aussi une première interdiction de manifester à Montréal. Cette interdiction va être valide pour les 30 prochains jours, donc du mois d'octobre à la fin novembre, et il va en avoir 2 autres par la suite qui vont s'étaler autour de en 1971 et c'est 2 autres mais en 71 qui vont être utilisés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire plein de choses en réalité. On s'en calisse! Bon, mais donc en continuant pour l'histoire, si ça vous intéresse toujours, on peut. Donc le gouvernement Trudeau-Saunier a mis en place l'ancêtre du règlement P6. Cette fois-là, on avait le droit aussi jusqu'à 60 jours de prison si on ne payait pas notre amende. L'amende n'était pas chère, c'était 100$, mais on avait jusqu'à 60 jours de prison. On a modifié ce règlement-là, en fait on l'a intégré dans les règlements municipaux en 2001, où là on a changé son nom de 3926 pour P6, et il a été modifié après ça en catimini à l'Hôtel de Ville en 2012 en y rajoutant les règlements qu'on adore tous, à savoir celui de donner son itinéraire, de ne pas porter de masque, et on a augmenté les amendes en bonus. Depuis sa mise en place, on a arrêté plusieurs milliers, on est à peu près rendu une dizaine de milliers de personnes recensées, tant si on combine ceux de l'ancien règlement et celui du nouveau règlement. À l'heure actuelle, il y a plusieurs contestations qui sont faites au niveau de la Cour supérieure. L'ancien règlement avait déjà été contesté à la Cour supérieure. Il avait gagné une première fois. La Ville a été en appel à la Cour d'appel. Ils ont perdu une deuxième fois, et c'est la Cour suprême qui a fini par dire oui, le règlement est bon. Il y avait eu une relaxe de l'utilisation du règlement, mais autour de 99-2000, on l'a retrouvé, on a dit « c'est cool, on va arrêter plein de monde en même temps », et c'est le début des souricières. On va faire le plein dans les coffres de la ville. Merci beaucoup, Benoît, pour cette historique du règlement P6. Un dernier mot de la fin? Oui, 2 petites choses intéressantes, en fait, concernant et le règlement P6 et l'ancêtre 3926. 2 personnes qui se sont battues contre le règlement P6, ce règlement-là. Le premier, c'est Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau qui avait dit, bougez pas, je vous le retrouve, c'est assez intéressant. C'est ça, on dit, le premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau, invite les citoyens à contester le règlement devant les tribunaux. Il y a aussi le ministre de la Justice, Rémi Paul, qui déclare « On ne veut pas de fascistes dans cette province ». Et de l'autre côté, il y a le chef du Parti québécois qui dit que c'est un danger, cette loi-là, c'est un danger pour des graves abus. Même le ministre de la Justice de l'époque, Claude Warner, qui était un très grand supporter du principe Law and Order, trouve inopportun de supprimer un droit démocratique pour résoudre un problème de manifestation dans les rues. Ça, ça a été dit en 1971. Et de l'autre côté, une des personnes qui s'est battue pour que les amendements ne soient pas adoptés à la Cour municipale en 2012, c'est Mme Annie Sanson. Alors, merci beaucoup. Donc, P6 était utilisé avant les dernières modifications, notamment dans le cas des manifs du 15 mars, journée contre la brutalité policière. Notre prochain arrêt va être au Palais de l'Injustice, et on a réuni 2 époques du collectif opposé à la brutalité policière, c'est-à-dire Alexandre Popovic et Jennifer Bobette, pour vous parler de l'histoire de la criminalisation du 15 mars. On s'en va au Palais de justice! À la Cour municipale, toujours en direct de Montréal, la répression organisée par la commission la commission populaire sur la répression politique, sur les ondes de 99media.org. On est
faire chemin pour le palais de justice qu'on peut voir au fond. Les deux gros murs gris. Le Conseil central de Montréal et la TSM. À ce moment-là, il y a eu une grande manifestation et qui a accueilli 2500 personnes. Juste pas très loin, dans le fond, on dit ici, qui ont été se promener, on est en train de faire le parcours tranquillement. On dit à l'église Jésus sur la rue Saint-Jacques et au cégep du Vieux-Montréal, puis au palais de justice de Montréal. Les 200 femmes qui sont enchaînées, qui ont été lancées du Front de libération des femmes, ça compte en tabarnak. Effectivement, parce que rendu le 28 novembre, on parle que le règlement a été mis en place au milieu du mois de novembre, le 12. Il y a 200 femmes du Front commun des Québécoises qui ont bravé le règlement municipal qui interdisait les défilés et les attroupements sur les lieux publics à Montréal. Cette manifestation-là s'est tenue au Monument national, qui est juste l'autre côté de la rue, un peu en haut. Donc, le Monument national. Qui est en avant de la place de la Paix. Qui est en avant de la place de la Paix, effectivement, comme on me rappelle, et qui interdit. Donc, ces 200 femmes-là se sont faites arrêter et ont été emmenées dans les anciens centres d'opération pour se ramasser avec des étiquettes. La batterie démarquée? Donc, c'est ça, ils se sont fait arrêter parce que ces femmes-là s'étaient enchaînées en guise de manifestation, de désapprobation de la réglementation, en s'enchaînant les unes aux autres devant le Monument national. Ils font partie de la visite guidée. Qui était présente, mis à part les grands leaders syndicaux, il y avait Mme Louise Arel qui a été chef du parti Vision Montréal, je ne me trompe pas. Petite anecdote intéressante quand vous arrivez à la place Beauplein, parce que on est devant l'hôtel de ville. Si jamais, parmi les manifestations, comme vous allez les voir, à votre gauche, il y a une place commémorative qui dit que la place Beauplein était le lieu d'une ancienne prison et fut transformée en place pour présenter les coupables, les gens, les méchants au peuple. Et si vous regardez de l'autre côté, c'est une plaque commémorative concernant le premier maire de Montréal, M. Lallier. Sauf que M. Lallier était un ancien entrepreneur en travaux d'aqueduc et de chaussée. Et la ville de Montréal a été créée et 6 mois après sa création, ça a été la première fois où la ville de Montréal a été mise en tutelle pour corruption et collusion. Donc le premier maire de Montréal a, à peine 6 mois de pouvoir, s'est fait arrêter pour collusion et corruption. Et on a pris la peine de le souligner, mais on a oublié cette petite partie-là de la plaque. Alors, vous assistez à la visite guidée Montréal, la répressive, une visite guidée des lieux symboliques et mythiques de la répression politique à Montréal. C'est gratuit, vous pouvez vous joindre à nous. Prochain arrêt, le palais de la justice, c'est tout près, vous pouvez venir entendre des récits fabuleux. Et c'est toujours en direct sur les ondes de 99media.org. Ah, Benoît? Ça vient de passer devant qui était mis le feu par la police et personne n'a été arrêté. Oui, c'est vrai, pas mentionner ça. Shit! Le haut de forme sur le top du track, esti. Alors, au choix comme background pour vos photos de mariage, les gars de la construction. Alors, voici le merveilleux monde du capitalisme. Les services financiers de la Ville de Montréal. La Cour d'appel à Montréal. Je me demande si c'est du fracking qu'ils sont en train de faire. On se faire des trous, ils vont finir par trouver de quoi. La quantité qu'ils font un peu partout, hein.
Ah, mais c'est quasiment bon passer à l'ombre. Alors, en déplacement toujours vers le palais de justice, qu'on peut apercevoir entre les arbres. Fait combien de temps t'as pratiqué ça, ces speeches-là? Alors, un lieu incontournable de la répression politique, le palais de l'injustice de Montréal. C'est ici que se sont déroulées de nombreuses guérillas judiciaires opposant manifestantes et manifestants à l'État, aux tribunaux et aux policiers. Parmi les nombreuses batailles qui ont eu ici, notamment certaines en lien avec la Journée internationale contre la brutalité policière. Alors, pour commencer, 2 personnes pour vous présenter cette manifestation. On va commencer avec la vieille génération pour vous parler du 15 mars 2002 et de sa saga judiciaire. Je vous présente Alexandre Popovic. Ah, ouais, t'as un steak. Ah, ben là, tout le monde, ça va se mettre dans moi. Mars 2002, Journée internationale contre la brutalité policière. Donc, on a fait une manifestation dont le point de rassemblement était au Carré Berry, par une température... Avertissement batterie, battery warning. Change de batterie, je reviens tout de suite. On était environ, malgré tout, 500 personnes à prendre la rue. Et ça s'est terminé, comme vous pouvez le deviner, par une arrestation de masse, même qu'à l'époque,